Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être là aussi, merci. Et bienvenue à Citéco pour celles et ceux qui n'ont pas vu la pièce auparavant, au cœur donc du Devenir Festival, avec ce sujet de débat, dette ou ne pas dette. C'est un peu la question qu'on va explorer ensemble. Évidemment, bon, on le sait à peu près tous, mais je rappelle juste très rapidement les ordres de grandeur. 3 300 milliards, c'est à peu près le volume de la dette française et ça fait un peu plus de 110 du PIB. Alors, qu'elle soit rendue nécessaire par les crises, qu'on ait tendance à la mobiliser pour construire l'État-providence, ou encore, que la dette marque tout simplement le refus d'un recours à l'impôt, il y a une chose qui est certaine, c'est que la dette, elle s'est pérennisée, elle est très présente chez nous, heu et elle a de multiples justifications. La vraie question que j'ai envie de poser à nos 2 invités, c'est: elle se pérennise? Est-ce problématique et si oui, pourquoi? Et pour ça, j'ai donc la chance de vous avoir tous les 2 à mes côtés. Anne-Laure Delatte, bonsoir, et François Ekal, bonsoir à tous les 2. Anne-Laure Delatte, vous êtes directrice de recherche au CNRS rattachée à l'Université Paris Dauphine PSL. Votre livre L'État droit dans le mur est réédité au Seuil et sort en mai prochain. Et François Ekal, vous êtes président de FIPECO, l'association Finances publiques et économie, qui a un site, et je conseille à toutes celles et tous ceux qui veulent comprendre un peu le mécanisme et les mécanismes d'à peu près tout ce qui concerne les finances publiques, pour faire vite, c'est une vraie mine d'or. Alors, vous avez l'habitude à Citéco, l'idée c'est aussi que vous puissiez prendre la parole et poser toutes vos questions aux intervenants. Donc on va nous viser à peu près 30 minutes de discussion et puis après on fera circuler un micro dans la salle. Donc commencez d'ores et déjà à réfléchir à vos questions et à les avoir en tête. Ça nous permettra derrière d'animer au maximum la discussion. Alors la première question que j'ai quand même envie de vous poser à l'un et à l'autre, c'est presque la question d'Aurélie, c'est de prime abord, est-ce que c'est inquiétant ces montants de dette? Puisqu'on en parle beaucoup dans les médias, on en parle beaucoup dans la presse, on en parle beaucoup parfois en famille, en politique. Est-ce que c'est vraiment un sujet inquiétant ou est-ce que finalement, sans aller dans ces grandes phrases de tout temps, la dette a été, mais finalement les États ont souvent été très endettés et c'est un peu comme ça, faut faire attention, mais c'est pas si grave. Anne-Laure Delatte en premier, François Ekal, même question à l'un et à l'autre, juste pour ouvrir la table ronde. OK, merci beaucoup, merci pour l'invitation, je suis ravie d'être là. Hem, je dirais, la dette en fait, ce qui est très inquiétant en ce moment, c'est le déficit. Il y a une grande différence entre le déficit public et la dette publique et je crois que ce serait bien de commencer par là. Le déficit, c'est un flux et la dette, c'est un stock. Une fois que je vous ai dit ça, je ne vous ai rien dit, je pense. Mais c'est plus simple de se dire que le déficit, c'est la différence entre les recettes et les dépenses. Donc, on a soit des déficits, soit des excédents, même en tant que ménage. Donc, c'est vraiment le déficit public, c'est la différence entre les recettes publiques et les dépenses publiques. Aujourd'hui, en fait, en tout cas, là, il était annoncé alors maintenant, je crois qu'il est à 5% du PIB, si je me trompe pas, mais l'année dernière, au moment de boucler le budget, quand on a commencé à faire les débats parlementaires autour du budget, on annonçait un déficit public à hauteur de 6% du PIB, ce qui est 2 fois plus que le seuil autorisé par les règles européennes. Les règles européennes auxquelles on est censé obéir parce qu'on a une monnaie unique. Ça, moi, ça m'inquiète beaucoup. De l'autre côté, la dette publique, c'est l'accumulation de ces déficits. Donc en fait, étant donné qu'on a un déficit chaque année, donc on n'a pas assez de recettes pour financer nos dépenses, on emprunte. Et donc, à chaque fois qu'il y a du déficit, on emprunte et donc cette dette augmente au fur et à mesure. Alors, pourquoi je suis plus inquiète à propos du déficit que de la dette? Le point, c'est que la dette publique, pour savoir si c'est inquiétant ou pas, il y a un indicateur qui est très facile à regarder, c'est le taux d'intérêt auquel on accepte de nous prêter. Ou plutôt, plus précisément, l'écart de taux entre, entre notre taux et le taux modèle, le taux le plus qu'on appelle le taux sûr, qui est le taux allemand.
Et donc, c'est ce que vous entendez parfois dans les médias qui s'appelle le spread, mais on s'en fiche. C'est juste, en fait, on veut voir la différence entre le taux auquel emprunte la France et le taux auquel emprunte le pays qui est censé être le plus sûr. Et celui-ci, il a été vraiment très bas et très stable pendant des années. Aujourd'hui, en fait, il a commencé à augmenter au moment de la dissolution. Donc, au moment où Emmanuel Macron décide de dissoudre l'Assemblée nationale, on est passé de 50 à 80 points de spread. C'est rien, hein, 80 points de spread, 80 points de base de spread, c'est vraiment pas grand-chose. Juste, quand la Grèce va vraiment très mal, elle est à 3000. Donc, voilà, c'est intéressant de se dire... ah ok, on en est là, c'est ennuyeux parce qu'on est passé de 50 à 80, ce qui veut dire que les investisseurs se sont un peu inquiétés, mais la raison pour laquelle je ne suis pas très inquiète sur la dette publique aujourd'hui, c'est qu'on est toujours à 80. Donc, on est dans des zones qui sont encore tout à fait des zones navigables. Quand on entend qu'on est au même niveau que la Grèce, voire un petit peu plus, on est au même niveau que la Grèce d'aujourd'hui, pas de la Grèce de 2012 où on avait atteint 3000. Voilà, c'est quand même très important d'avoir ça en tête. Ça, c'est un schéma qu'il faut effectivement bien avoir en tête dans le fonctionnement d'une dette d'État. Et peut-être, François Ekal, vous pouvez nous aiguiller aussi et nous expliquer un petit peu ça plus en détail. Ça marche pas tout à fait pareil quand même pour un État que pour un individu. Vous le disiez, Anne-Laure Delatte, l'État, il emprunte tout, puis il rembourse tout, et en attendant, il paye chaque année que les intérêts de sa dette. Alors que nous, on rembourse une partie des intérêts et une partie de la dette. C'est pour ça que c'est quand même assez important d'avoir ce distinguo en tête, c'est que effectivement la dette, c'est de l'accumulation des déficits. Est-ce que vous partagez le constat qui est de dire c'est pas tant le stock de dette qui est important, ce qu'il faut regarder, c'est le déficit, et celui-ci, il a tendance à augmenter un peu, et surtout on emprunte de plus en plus cher. Est-ce que c'est ça aussi le constat pour vous? Alors, bonjour d'abord, et d'abord merci à vous d'être venu nous écouter par cette belle journée de printemps. Il faut être courageux pour venir entendre parler d'économie aujourd'hui. Alors, juste une précision d'abord, quand on parle de déficit et de dette publique, on parle de déficit et de dette non seulement de l'État, mais aussi des collectivités locales, de la sécurité sociale et de centaines d'organismes qui sont contrôlés par l'État ou des collectivités locales. Bon, après, c'est essentiellement l'État. C'est vrai que 80% de la dette, plus de 80%, c'est la dette de l'État. Comme l'a dit Anne-Laure, la dette publique, elle résulte de l'accumulation des déficits au cours du temps. C'est pour ça que moi, le déficit m'inquiète, mais la dette m'inquiète encore plus, parce que c'est le résultat des déficits, en fait, de l'accumulation des déficits, la dette publique. Il y a, en 1980, elle était seulement à 20% du produit intérieur brut. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, elle est à 113% du produit intérieur brut. Donc la dette publique française, en pourcentage du PIB, c'est-à-dire finalement de ce qu'on produit, de l'ensemble de nos revenus. Le PIB, c'est la somme des revenus. Donc c'est ce sur quoi finalement on prélève des impôts et des cotisations sociales. Donc si on ramène ça au PIB, elle augmente constamment par marche d'escalier. En fait, à chaque crise, elle augmente d'une marche d'escalier, puis après on arrive tout juste à la stabiliser. À la crise suivante, elle remonte d'une marche d'escalier, etc. Et donc tout le problème, c'est jusqu'où on peut aller comme ça. Il n'y a pas, les économistes y ont beaucoup réfléchi. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de seuil au-delà duquel, tout d'un coup, parce que quel est le risque? Le risque, c'est en effet celui que vous avez dit, c'est que tout d'un coup, nos créanciers se mettent à avoir peur, peur de ne pas être remboursés. Aujourd'hui, on les rembourse. En effet, on les rembourse en réempruntant. On rembourse toujours en réempruntant. Depuis la dernière fois qu'on a fait défaut sur notre dette, c'était sous la Révolution française, pendant le Directoire. Bon, depuis, voilà, on fait comme ça, mais ils peuvent se dire, si la dette s'accumule comme ça, si on a de plus en plus d'intérêts à payer, etc., un jour, on finira par pas rembourser. Et à ce moment-là, ils commencent par augmenter les taux d'intérêt, parce qu'ils se disent c'est risqué, etc. Donc je vais faire payer un taux d'intérêt plus élevé. Et puis à un moment, ils arrêtent de prêter. Et à ce moment-là, on est dans le pétrin, parce qu'en général, on est très très endetté, c'est parce qu'on a un déficit, en effet. Donc plus de dépenses que de recettes. Et donc tout d'un coup, il faut sabrer dans les dépenses ou augmenter fortement les impôts. Alors heureusement, ça n'arrive pas. Voilà.
les marchés aujourd'hui sont pas trop inquiets parce qu'ils se disent, il y a en Europe, par exemple, il y a une banque centrale européenne qui a les moyens d'intervenir en fait pour acheter de la dette publique des pays membres, et qui l'a fait d'ailleurs qu'il a fait massivement au cours de ces 10 dernières années. Je dis, bon, elle sera toujours là. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que son intervention n'est pas automatique. Normalement, elle ne peut le faire que si notre dette n'augmente pas de manière incontrôlée. Et c'est là tout le problème de la France, c'est qu'elle ne fait qu'augmenter. Alors, on ne sait pas jusqu'à où elle peut augmenter. Parce que, comme la Cour des comptes dit en ce moment, vous avez peut-être entendu, dit on est au pied du mur. Je dis non, enfin, il y a un mur devant, parce qu'on risque en effet tout d'un coup une crise de panique des marchés. On s'en rapproche, mais on ne sait pas, on n'est pas au pied du mur, on ne sait pas à quelle distance il est en réalité. Il est peut-être très loin encore, mais moi je pense qu'il est devant nous quelque part. Avant d'entrer dans le vif du débat, faut préciser, vous avez dit ils, nos créanciers, ils. C'est qui? Oui, c'est qui achète la dette française? Qui prête à l'État français? Alors, l'Agence France Trésor, qui est un organisme du ministère des Finances qui gère la dette et qui émet ce qu'on appelle les obligations du Trésor, c'est qui achète ces obligations, bien sûr. En revanche, elle ne sait pas bien. Le problème, c'est qu'après, ces obligations, elles sont vendues sur un marché, les marchés financiers, ces OAT, comme dit, obligations assimilables du Trésor, et on ne sait pas toujours qui les détient in fine. Alors, on a quelques idées. On sait que, grosso modo, la moitié des détenteurs de la dette publique sont des résidents français. Mais la moitié de cette moitié, en réalité, c'est ici, c'est la Banque de France. C'est la Banque de France pour le compte de la Banque centrale européenne. Elle n'intervient que sur instruction de la BCE. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je parlais de la BCE. La Banque de France n'est qu'une exécutante. Donc la Banque de France, on a un quart. L'autre quart, un petit quart. L'autre quart, c'est des résidents français. Alors en fait, c'est l'assurance vie. Si vous avez une assurance vie en euros, vous avez de la dette de l'État français. Assurance vie, des banques, des organismes financiers, et puis un peu plus de la moitié, c'est des non-résidents, comme on dit. Alors là, on sait qu'il y en a à peu près une moitié qui sont européens et une autre moitié qui ne sont pas européens. Alors là, vous avez un peu tout. Vous avez des fonds de pension, vous avez des fonds souverains, vous avez l'État japonais, vous avez des banques, c'est voilà, des organismes financiers, disons de manière générale, des États aussi. Et pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, Anne-Laure Delatte, il y a un écart de taux entre la France et l'Allemagne. Par rapport à ce que vient de dire François Ekala, on commence à comprendre que la dette, elle est achetée par des fonds de pension, elle est achetée par des professionnels financiers. Ça veut dire qu'il y a une demande quand même pour la dette. Ça permet de sécuriser un peu les placements, ça permet alors c'est souvent pas très très rentable, mais il y a quand même une volonté de beaucoup de professionnels, d'institutions financières, d'acheter de la dette française. Est-ce que ça, c'est française ou d'autres dettes, est-ce que ça, c'est un mécanisme clé quand on veut comprendre l'endettement des États et comment ça fonctionne? Oui, en effet, alors effectivement, j'imagine que pas mal d'entre vous ont une assurance vie ou une épargne à un moment sécurisée. Et si vous avez un compte épargne avec des titres classiques, vous avez probablement de la dette française. Enfin, c'est vraiment important de le savoir, c'est-à-dire qu'on prête tous, en tant qu'épargnants, on prête tous à l'État français. Alors ça, c'est ce qu'on fait avec notre épargne à nous, effectivement. Mais ce que vous dites là, c'est important, il faut prendre conscience que c'est un titre financier. Et c'est un titre financier extrêmement liquide, extrêmement sûr. Et il n'y a pas beaucoup de pays, la France en fait partie, mais il y a quelques pays dans le monde qui ont ce privilège. On parle d'un privilège exorbitant pour les... Enfin, c'est très associé au privilège exorbitant des Américains qui peuvent émettre de la dette en étant à peu près sûr qu'elle est toujours achetée. Nous, on a à peu près ce même privilège. Le point qui est important, c'est qu'on a un taux de couverture de 3. C'est-à-dire que quand l'Agence France Trésor émet de la dette française, elle fait donc une adjudication, merci beaucoup. Elle fait une adjudication à une fréquence très régulière qui est connue par tout le monde. Et là, vous avez 3 fois plus de demandes que d'offres. Donc,
Bon, a priori, ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de mal à s'endetter et à se financer. Pourquoi? Parce que, non pas parce que c'est un titre très rentable, ou alors jusqu'ici, disons que jusqu'à la dissolution, ce n'était pas vraiment très rentable. Là, ça commence à l'être un peu plus finalement, parce que 80 points de base, ça veut dire que vous avez un petit taux d'intérêt un peu plus intéressant qu'avant. Mais c'est surtout que, comme le titre américain, comme le titre allemand, c'est quasiment de l'argent liquide. En fait, c'est facile à liquider, c'est un titre sûr que vous pouvez montrer au régulateur en disant « Regardez, quand vous êtes une banque ou un institut financier réglementé, vous pouvez dire « Et ben voilà, j'obéis aux règles, j'ai un coussin réglementaire ultra sûr qui est composé de quelques titres très sûrs, dont la dette française. » Donc en fait, on a un très grand privilège auquel il faut faire très attention, parce que quand on a... Il y a une expression qui dit, je crois, grand privilège, grande responsabilité. Donc, le grand pouvoir implique de grandes responsabilités, voilà. Dans les... C'est ça, mais il faut y faire attention, mais c'est bien, je crois que ce qui est important dans ce que vous venez de dire, c'est de prendre conscience qu'à la fois, c'est des finances publiques pour l'État, c'est ce qui lui permet de s'endetter, c'est de l'épargne pour vous et moi, mais c'est aussi un titre financier très pratique et très sûr pour la plupart des acteurs financiers. Donc on le comprend, la dette, c'est un peu plus que simplement un emprunt de l'État quelque part, c'est un peu plus complexe que ça. 3, vous l'avez dit, c'est un chiffre important, et c'est aussi un chiffre important pour autre chose. Vous le disiez tout à l'heure, les règles les règles européennes nous imposent 3% de déficit maximum, qu'on ne respecte a priori pas depuis bien longtemps, et 60% de dette maximum par rapport au PIB. François Ekal, pourquoi ces règles ont été inventées et pourquoi on ne les tient pas depuis au moins 10 ans, si je ne m'abuse, sans que ce soit désastreux? Alors, il faut revenir au traité de Maastricht, et même avant, à la création donc de l'euro. C'est la France qui a voulu l'euro, parce que le franc se dévaluait en permanence. On était obligé en permanence de suivre la politique monétaire allemande. Donc, on s'est dit un jour, plutôt que de dévaluer en permanence, il faudrait mieux avoir une monnaie partagée et sur laquelle on ait un vrai pouvoir. Et en effet, on a un vrai pouvoir. Les décisions de la BCE qui ont été prises au cours de ces 10 dernières années l'ont souvent été contre l'Allemagne. Donc, voilà, on l'a voulu, mais les Allemands n'avaient pas spécialement envie d'abandonner le mark, qui faisait leur force, en tout cas à leurs yeux. Et donc, ont imposé deux choses. Ils ont imposé, d'une part, ces règles budgétaires, avec l'idée que pour eux, si on avait un déficit ou une dette trop importante, ça finissait par faire de l'inflation. Et les Allemands n'aiment pas l'inflation. Ils ont de très mauvais souvenirs des années 20. Et donc, non, donc on ne veut pas. Donc, on va mettre des règles. Il faut que le déficit et la dette publique soient limités. Et puis, ils ont mis une autre règle qui interdit en principe à la Banque centrale européenne d'aider justement des pays en difficulté. Parce qu'ils se sont dit, on ne veut pas se retrouver dans une situation où on va être obligé d'aider des pays qui ont, malgré ces règles budgétaires, ont eu des politiques budgétaires inconsidérées et se retrouvent justement en situation de crise. C'est quand même malgré tout ce qu'ils ont été obligés d'accepter, mais ils ne le voulaient pas à l'époque. Et alors, donc, ils ont dit, on va mettre des règles, fixer le déficit, et la question s'est posée, à quel niveau? Et la France est arrivée en disant, nous, on a déjà une règle en matière de déficit, c'est 3% du PIB. Ça, c'est Mitterrand. Mitterrand en 82. Je vous rappelle, 81, grand plan de relance, donc déficit budgétaire, difficulté à s'endetter, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de marché financier. C'était beaucoup plus compliqué, il fallait emprunter auprès de banques. Et en particulier, comme on était aussi endetté vis-à-vis de l'extérieur, qu'il fallait payer nos importations en dollars, on était obligé d'emprunter en dollars. Donc, on était obligé d'emprunter à des banques américaines qui, à un moment, ont dit on arrête. Donc, à un moment, on est allé voir les Saoudiens qui ont accepté de nous prêter, mais Mitterrand a dit à un moment, on arrête, donc c'est le tournant de la rigueur, et puis je fixe une règle, le déficit public, ça ne sera pas plus que 3% du PIB. Voilà, donc on a repris ça à Maastricht, je dis 3%, et puis à l'époque, avec compte tenu du taux de croissance, des taux d'intérêt à l'époque,
on pouvait penser qu'avec un déficit au maximum de 3% du PIB, la dette ne dépasserait pas 60% du PIB. Voilà. Et donc, on a mis 60%. Donc, on a mis ces règles. Ces règles, le plus souvent dans le cas de la France, n'ont pas été respectées. Il y a des sanctions qui sont prévues dans le traité. C'est un peu absurde parce que c'est des sanctions financières. Pour un pays qui est en déficit, c'est un peu bizarre. Elles n'ont jamais été appliquées. Ça s'est toujours passé de la manière suivante. Nos partenaires nous ont dit, à la France, mais aussi à l'Italie, à d'autres pays, on dit, bon ben voilà, vous allez ramener votre déficit public à 3% du PIB à tel horizon, telle année. Bon, l'année arrive, on dit, ah ben on est désolé, on n'a pas réussi, on a eu des problèmes, etc. Bon, allez, ça sera pour dans 2 ans. 2 ans après, ah ben, on est désolé, on a eu des problèmes, c'est pas de notre faute, il y a une crise. Bon, allez, ça sera encore, voilà, ça s'est toujours passé comme ça. Donc ces règles, elles sont utiles parce qu'elles fixent des repères, elles permettent de discuter, mais en réalité, elles ne sont pas vraiment contraignantes. Et justement, puisque elles ne sont pas très contraignantes, puisque globalement, on n'est pas dans une économie qui s'est diantrement appauvrie ces 20 dernières années, lors de là, est-ce que c'est si grave que ça, qu'on passe de 3% à 6% du service de déficit dessus? Est-ce qu'on pourrait se dire finalement, bah, c'est la marche classique de l'économie, et puis à un moment donné, l'euro, on va passer au nouvel euro, on va changer de monnaie, et puis on va remettre les comptes à plat, et c'est ainsi. Non, alors justement, je commençais en disant, moi, la dette ne m'inquiète pas pour l'instant parce qu'on emprunte encore à un taux raisonnable. Le taux qu'on dit raisonnable, c'est normalement qu'il ne doit pas être supérieur à votre taux de croissance, puisque, en gros, pour vous donner une intuition, comme on ne rembourse que les intérêts, si votre revenu augmente de 3% par an, et qu'on vous demande des taux d'intérêt, des intérêts qui représentent 3% de votre revenu, bon, bah, tout va bien. Vous aurez toujours ces 3%-là, puisque vous avez gagné 3% de plus chaque année. Bon, c'est vraiment ça l'intuition. C'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. On a des taux d'intérêt, disons, qui sont bon. Enfin, voilà, on n'est pas dans la meilleure situation, mais encore une fois, je suis pas très inquiète pour la dette. En revanche, pour le déficit, je le suis sacrément. Alors d'abord, il n'y a pas de nouvel euro. Comme il n'y a pas de planète B, il n'y a pas d'euro B. Je suis inquiète parce que, en fait, on est un des seuls pays à ne pas avoir réussi à assainir nos finances publiques après le Covid. Autant, il a fallu intervenir absolument sans aucune ambiguïté pendant le Covid pour aider les entreprises, faire du chômage partiel, pour financer les dépenses de santé. On en a tous bénéficié, on était tous très heureux que l'État soit extrêmement présent à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle vraiment, c'est l'action publique telle qu'on a envie qu'elle soit, parce que c'est quasiment du prêteur en dernier ressort, si vous voulez. Voilà, heureusement que l'État était là. Sauf que le Covid a fini. Alors, on a eu la guerre en Ukraine, donc il a fallu mettre en place un bouclier tarifaire. On a continué à faire des choses comme ça et on n'a pas réussi à assainir nos finances publiques. Et ça, c'est une vraie question par rapport à ce qui s'est passé dans le reste de l'Europe. L'explication à ça. En fait, la dérive des finances publiques depuis 2017, elle est liée à la moitié au Covid, donc aux mesures d'urgence qui ont été mises en place pour faire face à la pandémie. Et entre un tiers et la moitié, disons, donc il y a entre la moitié et 2 tiers, c'est des problèmes complètement exogènes liés à l'Ukraine et le Covid. Et entre un tiers et la moitié, c'est des décisions de finances publiques, de continuer à, il y a eu une stratégie économique qui a consisté à réduire les prélèvements, la taxe d'habitation, mais aussi des prélèvements sur les entreprises. Donc en fait, il y a eu beaucoup de crédits d'impôt qui ont été attribués. Et l'idée, c'était qu'on s'attendait à ce que ça marche, qu'en baissant les prélèvements, on ait suffisamment d'activité pour compenser ça. Donc en fait, il y a eu beaucoup de baisses de prélèvements. On estime que c'est 60 milliards par an de baisse de prélèvements par rapport à 2017. C'est la Cour des comptes qui le dit. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas eu suffisamment d'activité qui a été engendrée grâce à cette stratégie-là. Et donc, ça n'a pas compensé. En fait, en gros, le pari, c'était on baisse les prélèvements,
Donc ça appauvrit l'État, mais si on arrive à augmenter l'activité, alors on prélèvera de nouveaux prélèvements, enfin pardon, on prélèvera de nouveaux impôts. Voilà. Il va y avoir plus de gens qui vont avoir du boulot, qui vont avoir un salaire, donc les impôts ne sont pas plus hauts, mais comme il y a plus de gens qui vont payer, ça va être mieux. Cette politique qu'on appelle une politique de l'offre, ça n'a pas fonctionné. A priori, on fait le constat en 2025, presque 10 ans après, que ça ne marche pas trop. François Heckel, est-ce qu'il faut donc revirer et revenir sur ces décisions qui, semble-t-il, n'apportent pas leurs fruits? Alors, bon, moi, je pense qu'on a un problème quand même d'endettement public parce que je reviens quand même sur le constat. Pour arriver simplement à stabiliser la dette en pourcentage du PIB, même pas en euros, hein, elle peut augmenter comme le PIB, il faut dégager ce qu'on appelle un solde primaire, c'est-à-dire le solde primaire, c'est le solde recettes moins dépenses, mais sans mettre les intérêts dans les dépenses. Voilà. Donc, il faut dégager un solde primaire qui dépend du taux de croissance de l'activité économique et du taux d'intérêt de la dette. Si le taux d'intérêt de la dette est supérieur au taux de croissance, qui pourrait quand même nous arriver dans les années qui viennent, à ce moment-là, c'est très embêtant parce que ça veut dire qu'il faut dégager un excédent primaire et un excédent primaire qui est d'autant plus élevé que la dette est élevée. Aujourd'hui, on n'a pas du tout un excédent primaire, on a un déficit primaire qui fait à peu près 4 points de PIB, c'est-à-dire 120 milliards d'euros. Et donc, pour simplement stabiliser la dette en pourcentage du PIB, même pas la réduire. Personne n'imagine plus de la réduire en pourcentage du PIB et de revenir à 60%. C'est impossible. Simplement pour la stabiliser, c'est 120 milliards, soit par des économies sur les dépenses, soit par des hausses d'impôts. En effet, il y a le choix. Il faut, pour avoir les idées en tête, tous les débats qu'on a eus sur la loi de finances, la loi de financement de la Sécu, les hausses d'impôts qui ont été décidées là, etc., ça fait à peu près 30 milliards. Hein. Donc, c'est un quart de l'effort qui serait à faire. Il ne s'agissait pas de faire en une année, de toute façon, évidemment, mais qu'il s'agissait de faire en plusieurs années. La commission demandait 5 ans. On est seulement au quart. Voilà. Donc, voilà. Après, alors le débat, c'est est-ce qu'on fait ça par des hausses d'impôts, éventuellement en revenant en effet sur les décisions qui ont été prises au cours de ces 5 dernières années, ou on fait ça par des économies. En matière de hausse d'impôts, je pense qu'il y a des marges de hausse, mais elles sont limitées. Même avec ces baisses d'impôts, on est toujours les premiers de l'OCDE pour le montant total des prélèvements obligatoires, impôts et cotisations sociales. Et quand on les décompose par nature, par catégorie d'impôts et de prélèvements, on est sur le podium, au pied du podium, etc. Donc, les marges sont limitées. Je pense mais on est aussi parmi les premiers en redistribution, il faut l'avoir en tête. On redistribue, voilà, on a une redistribution importante, bien sûr, on a des services publics de qualité bien fournis, enfin voilà, on a les dépenses publiques les plus élevées aussi de l'OCDE, voilà, ça va avec. Donc, augmenter les impôts, il y a des marges. Ce qui me paraîtrait dangereux, ça serait de les augmenter beaucoup sur les entreprises. Parce que malgré ces baisses d'impôts, dont une partie a été sur les entreprises, on a un déficit structurel de nos échanges commerciaux, on a des problèmes de désindustrialisation, et ce n'est pas en augmentant les impôts sur les entreprises qu'on va améliorer ces problèmes. Donc après, il y a les impôts sur les ménages, donc là on peut discuter, il y a les riches, il y a les moins riches, voilà. Et puis il y a aussi les économies. Je pense qu'on a quand même matière à faire pas mal d'économies. Est-ce que, Anne-Laure Delatte, et après on va passer la parole au public, la solution elle n'est pas mixte, évidemment, pour pas avoir un débat très tranché entre augmentation d'impôts, pas d'augmentation, économie, pas économie. Est-ce que la solution, c'est pas d'avoir une lecture un peu fine de chacune de ces 3 pistes et le vrai débat se trouve sur l'équilibre qu'on va aller trouver dans chacune des trois pistes à explorer? Oui. Alors, d'abord, je vais vous dire un petit secret. C'est la 3e fois, je crois, qu'on débat, François et moi, ce mois-ci, sur un sujet assez proche. Et donc, on se connaît bien. J'ai pas exactement le même diagnostic que François, même si on partage beaucoup de choses, évidemment. Enfin, je veux dire, c'est pas l'économie, c'est pas un truc. Moi, j'essaye de me battre contre l'idée que vous avez des économistes qui pensent ça et des économistes qui pensent autre chose. Tout est basé sur, normalement, un raisonnement, des données. Après, il y a des choix politiques. Voilà. Je voudrais juste rassurer sur le fait que quand des économistes ne sont pas d'accord, c'est qu'en fait, derrière, il y a des choix qui sont différents parce qu'il y a des projets de société différents.
une grande différence entre François et moi, c'est que François nous dit « Moi, je voudrais stabiliser la dette parce que ça me fait peur qu'elle augmente. » Et je peux le comprendre. Moi, j'ai tendance à dire « Alors, ce que je veux, c'est qu'on réduise ce déficit parce que ce déficit me fait peur. En revanche, je ne souhaite pas passer de +6 à 0, voire à +1, puisque en fait, c'est ça hein, que nous dit François. Alors, même si c'est en solde primaire, donc je ne veux pas passer de -4 à +1. Moi, je voudrais déjà qu'on revienne aux règles européennes. Voilà. Déjà, ça me détendrait un petit peu qu'on arrive à ça, parce que je crois que je rassurerais mes investisseurs et je sortirais de la zone dans laquelle les créanciers se disent bon, bah, la France, on lui a fait confiance, mais à un moment, elle va arrêter, je vais arrêter de lui prêter. Et donc, la grande différence entre le scénario de François, qui est de dire je veux stabiliser cette dette et donc je veux avoir 120 milliards, moi, je suis un peu plus détendue. Comme je veux revenir à 3%, en fait, on calcule qu'il faut à peu près 18 milliards par an. Vous voyez, c'est quand même très, très différent. C'est 18 milliards par an, c'est très important, mais c'est faisable. En fait, 18 milliards par an, ça nous permettrait d'éviter un risque qui est que quand on coupe trop vite les dépenses ou quand on augmente trop les impôts, c'est pas du tout comme vous et moi quand on fait des économies, ça n'a d'effet sur personne d'autre. Là, quand l'État fait ça, vous risquez en fait de ralentir très fort l'activité. Et donc là où d'un point de vue macroéconomique, je suis plutôt craintive sur une politique qui serait trop dure, c'est qu'on aurait un effet de ralentissement sur l'économie, sur l'activité. Et comme vous l'expliquiez, Cédric, à l'instant, dès que l'activité se ralentit, bah, y a moins de prélèvements. Et donc, en fait, on rentre dans une mauvaise spirale. Donc, quand vous dites il faut un mixte, je suis d'accord, il faut un mixte entre un peu baisser des dépenses, un peu augmenter certains impôts qui peuvent être augmentés, en effet, et certaines dépenses qui peuvent être coupées, mais surtout, ne pas céder il faut absolument faire des grosses économies parce que vraiment on n'est pas bien. Le problème, c'est qu'on peut avoir un cycle négatif avec des multiplicateurs qui vont nous amener à finalement faire des économies et se retrouver dans une situation encore pire. Un risque de récession qui vous fait peur. Est-ce qu'il y a des questions d'ores et déjà dans le public? Il y en a une tout au fond. Je crois qu'il y a un micro qui circule. Oui, merci beaucoup. Bonjour, merci pour vos précisions. J'avais deux questions. Est-ce que l'État apporte des garanties à ses créanciers? Et la deuxième, qu'en est-il des actifs? Merci. Est-ce qu'il y a une autre question déjà il y en a, alors, il y en a une là. On va prendre les trois ici, et puis après, on va venir vers vous. Après 3 questions, ça fait beaucoup, je trouve. Bon, après, je peux répondre. Si vous voulez répondre. Oui. Non, l'État n'accorde pas de garantie à ses créanciers. La seule garantie qu'il leur apporte, c'est sa crédibilité. C'est le fait que c'est la France, voilà, et qu'on a une politique économique qui devrait permettre de les rembourser, intérêts compris. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autre garantie. Quant aux actifs, oui. La dette publique, donc c'est la dette publique, comme je vous ai dit, de l'État, des collectivités locales, de la sécurité sociale, etc. En face de cette dette, tous ces organismes ont des actifs, en effet. Il y a des actifs, il y a les collectivités locales ont des actifs, c'est les routes, c'est les écoles, c'est les… Voilà. C'est ça, oui, c'est ça. Là, ici, pas quoi que c'est la Banque de France. Alors c'est un peu voilà, mais bon, voilà, c'est ce genre de choses. L'État, il a des participations dans des entreprises, etc. Aujourd'hui, si on fait le total de ces actifs, ils sont supérieurs aux passifs, de l'ordre de l'écart est de l'ordre de 20, je sais plus, je crois que c'est 20-25 points de PIB. Mais à nouveau, on est sur une mauvaise pente, c'est-à-dire que c'était beaucoup plus important dans le passé, et voilà, et ça diminue. Donc cet actif net, on peut dire cette situation, cet actif net, il diminue dans le temps parce que les passifs augmentent.
alors que les actifs augmentent beaucoup moins. Et il faut avoir aussi en tête que l'essentiel de ces actifs, ou plus de la moitié, c'est des terrains. Et ces actifs, c'est des terrains où c'est la voirie. C'est pas vendable, hein, c'est pas accessible. Donc ça ne peut pas, pour rapprocher avec la garantie, la question sur la garantie, ça peut pas être, c'est pas vraiment une garantie. Ce qui est, je dirais, et puis c'est pas fait pour être vendu. Alors vous pourrez me dire, le problème, en effet, c'est qu'en cas de crise, peut-être qu'on va être obligé de vendre certains actifs. Les Grecs ont été obligés de vendre le Pirée aux Chinois. Ouais. Bon, ça peut, c'est effectivement le genre de choses qui peut arriver. Mais un port, hein, ça peut se vendre. La voirie municipale, c'est un peu plus compliqué. Juste l'actif physique d'un État, en effet, en fait, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. En revanche, il y a un actif qui est très important, c'est combien vous allez croître à l'avenir. En fait, c'est vraiment, c'est quasiment l'idée d'un rendement, un rendement du pays, quoi. Et c'est ce qu'on appelle la croissance de long terme. Et la croissance de long terme, elle est générée notamment par des facteurs du type innovation. En fait, plus un pays est innovant, plus il va être productif et plus chaque heure travaillée rapporte. Et comment est-ce qu'on fournit de l'innovation? En investissant, mais aussi en éduquant les gens. En fait, le niveau d'éducation est très important. Enfin, c'est vraiment un des facteurs les plus importants. Et donc, moi, si je devais investir, entre guillemets, dans un pays, même si c'est vraiment pas comme ça qu'on réfléchit, parce que c'est un titre sûr, comme je vous expliquais avant, mais si je devais, moi, me rassurer sur un pays à 20 ou 30 ans, ce serait, est-ce qu'il y a un investissement dans l'éducation? Est-ce que je suis sûre que dans 30 ans, ils auront fait les progrès suffisants pour être à la pointe, pour être ceux qui proposent les nouveaux produits, les nouvelles méthodes? Est-ce qu'ils seront capables de se protéger contre les risques écologiques? Ou alors est-ce que en fait, ils n'ont pas pris les bonnes décisions et donc la crise écologique va faire des coups, vous voyez, dans la productivité, des chocs suffisamment importants? En fait, c'est ça l'actif d'un pays. C'est pas, enfin, ça, c'est vraiment un actif public parce que comme c'est la Banque de France et que la Banque de France, à la fin, on consolide. Mais on s'en fiche, on ne va pas vendre ça. C'est pas ça qui est important. Monsieur. Ma question porte sur la vision stratégique à la base d'allocation de ressources qui justifie une dette. Quels sont les mécanismes d'arbitrage avec des critères explicites qui permettent de canaliser l'argent dégagé grâce à une dette vers des investissements productifs? Jusqu'à présent, l'humble personne que je suis n'a rien vu sur le sujet. La question n'est même pas posée. C'est comme si on devait reposer sur des éminences grises d'une compétence incroyable, ceux qui ont, et même d'ailleurs qui ont rendu notre industrie en peau de chagrin, qui devrait, grâce à la dette, reconstituer une industrie et une base d'innovation jouable, durable et compétente. Où sont ces critères d'arbitrage permettant d'utiliser à bon escient la dette pour des investissements productifs? Je suis désolé de me répéter. Non, merci pour la question. Je ne sais pas qui veut commencer. Bon, moi, je vais vous donner une réponse théorique parce que, pour le coup, il y a vraiment une réflexion là-dessus en économie publique. En fait, il ne vous aura pas échappé qu'on est dans une économie de marché dans laquelle l'État n'est pas censé intervenir, comme vous dites, partout. En tout cas, il faut qu'on réfléchisse quand on utilise de l'argent public. La philosophie, c'est parce que, en fait, il y a un problème avec le marché. Pour le dire très, très simplement, la façon dont on justifie l'usage de l'argent public, c'est quand il y a une défaillance de marché. Sinon, on est dans une économie de marché. Normalement, on croit, et effectivement, ça fonctionne plutôt bien, que un marché, ça alloue de façon optimale les ressources. Et donc, il y a plein de domaines dans lesquels ça marche extrêmement bien. Mais le marché ne marche pas toujours parfaitement bien. Et donc, on appelle ça une défaillance de marché. Il y a des endroits sur lesquels, alors ça peut être simplement parce que
vous avez des externalités positives, c'est-à-dire que vous savez très bien qu'il faut investir. Ce que je viens de vous dire, c'est qu'il faudrait qu'on soit un pays très innovant, qu'il y ait beaucoup de recherche et développement dans les entreprises pour améliorer notre productivité. Mais parfois, l'entreprise fait le job, mais elle ne va pas récupérer tous les rendements de cette innovation. Parce qu'elle ne peut pas breveter toute l'innovation, etc. Et donc là, on justifie l'intervention de l'État. On se dit, OK, l'État a les reins très solides. Il va pouvoir aider au début du cycle des entreprises pour qu'elles les inciter en fait à faire des inventions, de l'innovation. Et ça, c'est de l'argent bien utilisé parce que si on ne le fait pas, alors les entreprises ne le feront pas. Ça, c'est un exemple. Voilà, il y a après évidemment une vraie question qui peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on... Vous disiez, c'est marrant parce que vous disiez, oui, mais on est un pays qui redistribue beaucoup. En fait, on socialise beaucoup. Moi, je le dirais même différemment, c'est-à-dire que oui, on redistribue, ça c'est l'impôt, mais on socialise beaucoup. Il y a une vraie question, c'est on socialise énormément notre santé. En fait, on est un des pays dans lesquels il n'y a quasiment pas de reste à charge. Réfléchissez ce à quoi vous... les dépenses de santé que vous faites de votre propre portefeuille, ça peut vous paraître important, mais les données nous confirment qu'on est un des pays où on a le moins de reste à charge. C'est-à-dire que le reste du monde a un peu de socialisation, mais ils payent aussi beaucoup de leur poche en plus. Nous, on paye des cotisations sociales très élevées, mais après, en fait, on a assez peu d'argent qui n'est pas remboursé, soit par une mutuelle, soit par la Sécu publique. Et la question, c'est est-ce que ça, c'est efficace ou pas? Est-ce que ce serait mieux que tout soit privé ou qu'on ait une plus grande charge de privé? Ça, c'est une vraie question. Pour répondre à votre question, c'est ça le genre de question qu'il faut qu'on se pose. Est-ce que c'est mieux qu'on socialise? Et donc là, vous voyez bien que ce n'est pas l'État, c'est la sécurité sociale, on met tous dans le pot commun. Et est-ce que c'est plus efficace comme ça ou alors est-ce qu'on le fait chacun de notre côté? Bon, on a des débuts de réponse sur la santé. On est aussi un des pays les moins chers du monde. En réalité, par jour et par habitant, on dépense 11 €, d'accord, par Français et par jour. Les Allemands, 13, et les Américains sont au-dessus de 15. Donc, ça veut dire qu'en termes d'efficacité, ce système de socialisation sur lequel on revient en permanence en disant oui, il y a des cotisations sociales très importantes, etc. Je comprends, parce qu'il y a des effets sur la compétitivité des entreprises. Enfin, tout ça est très complexe. Mais dans le fond, nous, en tant qu'usagers de ce système, pour l'instant, on y gagne. Mais c'est ce genre de questions qu'il faut se poser. Le jour où on n'y gagne plus, il faudra... Enfin, voilà, je crois que la vraie question sur est-ce qu'on doit est-ce qu'on doit remettre en question ces choses-là, c'est OK, mais ça coûte combien à la fin? Est-ce que c'est efficace ou pas? Oui, je voudrais juste rebondir. En théorie, l'État ne devrait retenir que les dépenses dont l'utilité est supérieure au coût des impôts ou des emprunts qui sont nécessaires pour les financer. Bon, il le fait assez rarement. Je vais vous donner un exemple, moi, que j'aime bien, c'est le domaine dans lequel l'évaluation des dépenses publiques, je dirais, recourt aux méthodes les plus sophistiquées, les plus anciennes, c'est les investissements dans les infrastructures. L'évaluation des investissements publics, les bases méthodologiques ont été posées au 19e siècle par un ingénieur des ponts et chaussées. Les ingénieurs des ponts en sont très fiers. Il y a une loi de 1980 déjà qui oblige pour toutes les infrastructures de transport à faire une évaluation qu'on appelle socio-économique. Moi, j'ai été à la Cour des comptes, j'ai vu beaucoup de projets d'investissement, etc. La plupart des cas, soit les évaluations ne sont pas faites, soit si elles sont faites, elles ne sont pas suivies par les décideurs. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est compliqué, parce que c'est des calculs compliqués, ils n'y comprennent rien. Et donc, ils se disent, la seule chose qui compte pour eux, c'est qu'on va construire une autoroute de telle ville à telle ville, donc on va désenclaver leur ville, et à condition que ça ne passe pas sur leur terrain, bien sûr, c'est très bien. Et puis voilà, et donc on fait l'autoroute, et puis ça va leur permettre de couper le ruban le jour de l'inauguration. Et les histoires d'économistes sur la rentabilité socio-économique de ces investissements, ce n'est pas leur sujet. Voilà.
Après, est-ce qu'il n'y a pas aussi des moments où il y a des nécessités d'intervention, même si Ah, mais il y a des, moins il y a bon. il y a des projets d'investissement qui sont très utiles, hein. Ils ne sont pas tous inutiles. L'AFD, Mais le ça choix, marche voilà, pas mais le trop choix mal. n'est pas fait sur cette base. Les luttes de pouvoir dans les entreprises et par ces entreprises, etc., pour accéder à des rentes. Ces rentes leur permettent, dans le contexte que vient très brillamment d'exposer M. Ecal, polluer un système d'évaluation qui donc a de graves défauts. À partir du moment où ces rentes sont dans une logique souvent contraire, souvent très divergente d'une efficacité ou d'une productivité, comment remédier à ces dérapages? C'est très important parce que notre pays, y compris le système de santé que vous venez de citer, est en train de créer des médecins prestataires en leur offrant des prestations qui augmentent énormément leur salaire, de sorte à laisser une place à la nécessité d'assurance privée. Ça fait 10 ans qu'il y a une volonté dans ce sens. Ce que vous venez de décrire aussi brillamment, je vous remercie, reflète le passé, pas l'avenir. Non, alors, théoriquement, voilà, c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Et François vient de dire, bah oui, mais ça fonctionne pas toujours comme ça, parce que justement, on n'est pas dans la théorie. En fait, c'est un très joli pays, la théorie, mais la théorie économique, c'est un pays qui n'existe pas. Et il y a de l'économie politique. En fait, moi, je pense beaucoup plus à la société comme un endroit de conflit politique avec des intérêts qui sont contradictoires et que dans un système démocratique, on essaye de rendre cohérent pour faire avancer l'intérêt général. Il y a un exemple, par exemple, il y a un bon exemple d'argent public pas très bien utilisé, c'est toute une série de crédits d'impôt. Il y a des crédits d'impôt recherche dont on ne connaît pas très bien l'efficacité. Enfin, on est même sûr qu'ils ne sont pas très efficaces. Il y a des crédits, ce qu'on appelait le crédit d'impôt à la compétitivité et l'emploi, qui coûte 20 milliards par an et ça n'a pas apporté beaucoup d'efficacité. Il y a par exemple des exemptions de cotisations sociales qui sont très efficaces au SMIC, mais qui le sont moins quand on dépasse 2 SMIC, 2,5 SMIC. Donc tout ça, le problème, c'est que je viens de vous dire la théorie, mais derrière, il y a des intérêts d'entreprises, mais pas que, effectivement, d'élus qui pensent autant à l'intérêt général qu'à leur fonction d'utilité qui est d'être réélus. Voilà, bon, la démocratie n'est pas un système parfait, on le sait, mais c'est comme ça et c'est de la délibération en fait qu'il faut avoir. Monsieur, on va faire circuler je vous incite à continuer la discussion après la conférence. Et monsieur. Bonjour. Est-ce que au niveau de l'État ou de la recherche, il y a une idée des conséquences réelles qu'aurait un défaut de l'État, une espèce de stress test? Il n'y a que les exemples d'États qui ont fait défaut, mais heureusement, c'est très rare. Hein. C'est très rare parce qu'en fait, un État qui voit qu'il risque en effet de faire défaut, il fait comme une entreprise quand elle voit qu'elle va faire aussi défaut. Il va voir ses banquiers, ses financiers, il leur dit écoutez, j'ai un problème, je risque de ne pas pouvoir vous rembourser la semaine prochaine ou dans un mois, il faut qu'on discute. Parce que si je vous ne rembourse pas, vous allez perdre beaucoup. Donc, vous pouvez peut-être faire un effort en rééchelonnant ma dette. Au niveau international, il y a un organisme qui joue les médiateurs, qui a été créé largement pour ça, qui s'appelle le FMI, qui apporte de l'argent aussi, qui met un peu d'huile dans les rouages de la négociation. Donc, en général, ça se traduit en effet par des accords de restructuration de la dette, mais tout le monde y perd. Les créanciers y perdent une partie de leurs créances et ça se retourne sur leurs propres clients, etc. Et puis l'État considéré aussi doit faire en général des efforts qui souvent sont considérables, très très importants. On l'a vu en Europe dans les années 2011-2012, hein, demander aux Grecs, aux Espagnols, aux Portugais comment ils ont senti ça. Voilà, le stress test, il est là. Mais il n'y a pas que, hein, il y a plein d'autres exemples de ce genre. Je peux poser une petite deuxième question? Est-ce qu'on a une idée de la duration de la dette publique et de la durée de la dette publique, vu qu'il y a
vu que les OAT peuvent avoir un peu plus de 8 ans. Ok. Et du coup, En fait, c'est très rigolo comme en fait le monsieur demande quelle est la maturité moyenne de la dette publique française et on est autour de 8 ans. Vous vous rendez compte? Enfin, moi j'ai emprunté à 25 ans quand j'ai emprunté de l'argent pour mon appartement. Donc c'est juste que c'est très différent en fait un ménage et une dette publique, et même la France, qui est un pays extrêmement sûr et qui s'endette facilement, bah, on est à 8 ans. On va juste faire circuler le micro, parce que comme c'est enregistré, on a besoin de sonoriser le public également. Merci beaucoup. Oui, merci. Vous avez dit tout à l'heure que la France était le seul pays d'Europe à ne s'être pas redressé après le Covid. Comment ont fait les autres pays pour se redresser? Hop, on prend cette question-là et la question de monsieur devant. Merci beaucoup. Pardon. Bonsoir. Une petite question. J'ai bien compris votre dichotomie entre économie et levier fiscal, donc hausse d'impôts. J'aimerais prolonger sur le zoom fiscal. Notamment, je comprends de M. Ecal que les entreprises ne sont pas votre levier privilégié, ce qui nous laisse donc la question des contribuables et des ménages personnes physiques. Selon vous, si on est un peu plus granulaire, quelle tranche de la population, selon vous, est la plus à même d'être, pas matraquée, ce serait brutal, mais d'être sollicitée plus qu'elle ne l'est en ce moment? On entend une petite musique de fond récurrente, soit par des essayistes français, je pense à Maxime Sbailly, soit par une école économique américaine, je pense à Antoine Lévy, notamment Sylvain Catherine, et ces gens-là qui disent que notamment les retraités du coup pourraient être mis à contribution plus qu'ils ne sont en ce moment. Qu'est-ce que vous pensez de cette question, et est-ce que, selon vous, est-ce que c'est viable politiquement? Je sais que c'est un choix politique. On commence par l'Europe. Anne-Laure Delatte. Ouais, mais moi aussi, j'ai ma petite réponse Oui, là-dessus. oui, mais et je sais que c'est pas la même, a priori. Donc, Voilà. Donc, on a commencé à mettre en place cette stratégie de l'offre qui a consisté à mettre plus de crédits d'impôt, à réduire des prélèvements obligatoires des entreprises, mais aussi la taxe d'habitation, etc. Ça a commencé en fait sous François Hollande, et ça a été prolongé et très accéléré par Emmanuel Macron et Bruno Le Maire, qui était son ministre des Finances. Vraiment, il y a une grande différence, c'est qu'on n'a pas arrêté ça. En fait, cette stratégie de l'offre, elle est commune à un très grand nombre de pays développés, mais nous, on l'a fait dans les années 2010, on l'a accéléré en 2017, et le problème, c'est que le Covid arrive et on continue à le faire. Et donc, on a beaucoup de dépenses publiques qui sont liées au Covid et à l'Ukraine, mais on continue à baisser les impôts. Vous voyez, en fait, c'est tout simplement ça la grande différence. Alors juste, on parle souvent de l'Espagne. L'Espagne qui s'est redressée là et qui est plutôt c'est un pays qu'on prend pas mal en modèle. Il faut aussi prendre un petit peu de recul. L'Espagne a fait tellement d'austérité, ils ont été tellement mal à un moment que évidemment que ça va un petit peu mieux maintenant. Mais voilà, nous disons que la grande différence, c'est qu'on continue à penser qu'il faut continuer à baisser les prélèvements. Je vais laisser François répondre sur les retraités, et moi j'aurai une petite réponse aussi. Alors, avant les retraités, il y a peut-être d'autres granularités. Donc, je pense qu'on n'évitera pas d'augmenter des impôts sur les ménages. Donc, on va commencer par les plus riches. Moi, de toute façon, ça fait déjà très longtemps que je dis qu'en France, on n'a pas vraiment spécialement un problème d'inégalité de revenus par rapport, en tout cas, aux autres pays. En revanche, on a un problème d'inégalité de patrimoine. Et un patrimoine en France qui est de plus en plus hérité. Ça fait, comme beaucoup d'économistes, je pense que le meilleur instrument pour lutter, pour redistribuer les patrimoines, c'est les droits de succession. On a parlé d'assurance vie tout à l'heure. Ça fait 30 ans que je me bats pour supprimer les avantages fiscaux au moment des successions de l'assurance vie. Mais je reconnais aussi que si je regarde ce qui se passe dans les autres pays, dans quasiment tous les pays du monde, je dirais la population, de manière générale, n'aime pas les droits de succession. C'est l'impôt sur la mort, les droits de succession, et il y a beaucoup de pays de l'OCDE qui les ont carrément supprimés. Et la France, aujourd'hui, est le pays où
ils sont les plus élevés en pourcentage du PIB ou dans le total des recettes fiscales. Il y a la Corée devant, je crois, en pourcentage des recettes fiscales. Donc, on est les deuxièmes ou les troisièmes. Et donc, voilà, ça montre oui, on peut, je pense, je persiste à penser qu'on peut faire des choses, etc. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va redresser le déficit public. Hein. Les marges sont limitées. Donc, il faut trouver autre chose. Voilà. Et donc, je pense plutôt aux dépenses. Et quand je pense aux dépenses, je me dis, bon, bah, je regarde, où sont les dépenses les plus importantes? Eh bien, en effet, 25% des dépenses publiques, c'est les retraites. Voilà. Donc, il y a une réforme qui est en cours, en discussion, mais qui de toute façon ne touchera que les futurs retraités. Quand je dis 25% des dépenses publiques, c'est les retraités actuels. Et donc, je ne vois pas comment on peut arriver à reprendre le contrôle de la dette publique sans demander aux retraités actuels un effort. Et les moyens techniques sont très simples. C'est la sous-indexation sous-indexation des retraites par rapport à l'inflation. Chaque fois que vous indexez les retraites de 1 point de moins que l'inflation, vous gagnez 3 milliards sur les régimes de base et 4 milliards si vous ajoutez les complémentaires. L'année dernière, en 2024, le poids des retraites, les retraites ont augmenté de 25 milliards d'euros. De 25 milliards d'euros. Voilà. Anne-Laure Delatte, vous souhaitiez également ou une réaction dans la salle, mais je ne sais pas où est passé le micro. Là, ah, je crois que devant, c'est pile une réaction, j'imagine, madame. Ça. Hop, et après, on fait circuler là-bas, il n'y a pas de problème. Oui, je voulais savoir justement, vous parlez des ménages qui vont, enfin des ménages retraités qui vont devoir payer, mais ça veut dire que là, si on fait baisser, comment je dirais, la revalorisation, c'est tout le monde qui va être impacté. Donc, c'est pas seulement les riches. Et donc là, c'est pas juste. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont des petites retraites, qui ont déjà du mal à vivre et à payer des frais de base. Donc, et même là, on ne parle pas de patrimoine, du coup. Non, alors si je peux juste rebondir là-dessus, là, on touche à un truc très, très important, c'est le consentement à l'impôt. En fait, dans une société, vous venez de dire c'est pas juste. Et aujourd'hui, on peut le ressentir dans nos corps, je pense, mais il y a aussi des travaux qui montrent qu'une société, elle tient s'il y a un vrai consentement à l'impôt. Si vous n'avez pas l'impression que quand vous payez des impôts, en fait, on en fait n'importe quoi, par exemple. Donc, c'est le problème d'efficacité. Et aussi que soit la personne qui gagne comme vous paye moins, soit pire, la personne qui gagne ou qui a plus que vous paye autant, voire moins. Et en fait, voilà. Et donc, c'est vraiment effectivement très important d'avoir un système juste, ce qui m'amène c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui est défendu, vient de passer à l'Assemblée nationale et va être défendu au Sénat le 12 juin, cette fameuse taxe Zuckman qui consiste à taxer les patrimoines des plus riches, donc au-dessus de 100 millions de patrimoine. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais c'est vraiment très, très, très peu de gens, hein, 100 millions de patrimoine. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des travaux aujourd'hui qui montrent que au-dessus d'un certain niveau de patrimoine, vous pouvez suffisamment cacher vos revenus pour payer en proportion de votre revenu moins que le reste des Français. Et ça, en fait, c'est inacceptable. Et c'est inacceptable d'un point de vue de justice sociale, mais aussi, il y a un problème d'efficacité, d'adhésion, en fait, d'engagement des citoyens, citoyennes. Voilà. C'est beaucoup moins, c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est autour de 2, 3, 4% d'impôts payés par rapport aux revenus perçus dans ces 0,001% des plus riches. C'est beaucoup comparé à ce que vous payez d'impôts, pas sur votre tranche marginale, mais en taux moyen. Vous êtes, à mon avis, assez loin des 3 ou 4%. Est-ce que on prend la dernière question de monsieur et après on va devoir rendre la salle. Ah, d'accord. Donc, vous avez expliqué au début que la dette publique était en 3 parties: la dette d'État, la dette des collectivités et la dette de la sécurité sociale. Les entreprises publiques apparaissent où dans cette dette? Et est-ce que leurs bénéfices servent où? Donc, quand on calcule, je ne parle pas des dividendes qu'elles versent à l'État, mais avant même, juste le fait qu'elles appartiennent à l'État,
où apparaît leur bénéfice dans le calcul? Alors, la dette publique, techniquement, c'est la dette consolidée de ce qu'on appelle les administrations publiques en comptabilité nationale, donc État, collectivité locale, sécurité sociale, mais aussi alors des centaines d'organismes qui sont contrôlés par l'État ou des collectivités locales et qui ont des ressources qui sont principalement constituées de subventions ou d'impôts affectés. Donc là-dedans, vous allez trouver les musées, le CNRS, les universités. EDF, Voilà, GDF. mais vous n'allez pas y trouver les entreprises publiques au sens… Parce que EDF, entreprise publique, les ressources d'EDF, ce n'est pas des impôts, ce n'est pas des subventions. C'est le prix des abonnements, le prix de l'électricité que vous payez. Donc EDF, mais aussi la RATP, mais aussi les participations des entreprises aéroports de Paris, et ça, toutes ces entreprises publiques ne sont pas dans les administrations publiques. Donc leurs dettes, ils ont des dettes, ne sont pas dans la dette publique. Et quand ils font, et en revanche, s'ils font des bénéfices et qu'ils versent des dividendes à l'État, bah, ces dividendes, c'est des recettes pour l'État. C'est des recettes publiques, donc c'est des recettes pour les administrations publiques qui ne sont pas des prélèvements obligatoires, ce n'est pas des impôts, des dividendes. Donc ça va dans les caisses de l'État, ça permet de diminuer le déficit de l'État. Donc plus on privatise, plus on fait de la dette. Quand on privatise, il y a deux phénomènes, il y a deux choses qui jouent. Quand vous privatisez, vous touchez de l'argent immédiatement, l'État touche de l'argent immédiatement. Ça peut lui permettre de se désendetter ou plutôt de moins s'endetter. Ça, c'est l'effet immédiat. Et dans un deuxième temps, il perd les dividendes qu'il aurait reçus s'il avait gardé ses entreprises. Donc, il y a un calcul financier à faire. En effet, est-ce que c'est intéressant de toucher de l'argent immédiatement et d'en perdre plus tard ou non? Merci beaucoup à tous les deux et merci à toutes et tous d'avoir été là ce soir. Évidemment, le festival n'est pas terminé. Il continue ce soir avec un spectacle qui a lieu, il me semble, ici à 20h30. Et demain, il y a encore plusieurs conférences, dont une autre ici sur l'impact de l'IA et la finance. Donc, merci et puis peut-être à demain. Merci.